Le garçon qui m'a fait vivre un enfer pendant 6 ans vient tout juste de me faire la déclaration la plus craquante qu'on puisse imaginer. La toute première fois que j'ai croisé Tyler, il en imposait, sûr de lui, voire carrément suffisant. C'était mon adversaire au tournoi de judo des enfants, il y a 6 ans, et il est arrivé sur le tatami en bombe, torse bombé, sourire sûr de lui, saluant tous ses copains comme s'il avait déjà remporté la coupe. Sauf qu'au bout de 27 secondes, je l'avais déjà cloué au sol. Éclat de rire dans tout le gymnase. Tyler s'est fait rétamer par une fille, du rouge jusqu'aux oreilles. J'imagine que pour un garçon de 12 ans, c'était l'humiliation absolue. Après ça, Tyler a tout fait pour ne plus jamais perdre contre moi. Au concours d'orthographe de 5e, il a passé des nuits à potasser le dictionnaire juste pour m'éjecter en finale. À la foire aux sciences de 4e, il a carrément fabriqué un robot résolvant des labyrinthes rien que pour écraser mon projet sur l'environnement. Même à la finale de débat en seconde, il s'est allié avec les terminales pour mieux me ridiculiser devant tout le lycée. Et, sans m'en rendre compte, j'ai fini par ressentir la même soif de victoire, ce besoin de le surpasser. Jamais je n'aurais cru que cette rivalité deviendrait autre chose. En terminale, on a eu la même idée au même moment, tous les deux candidats à la présidence du conseil des élèves. C'était devenu le duel que tout le monde attendait. Cette fois, j'étais persuadée que je pouvais l'avoir. La campagne est devenue intense. Lui avait le quarterback comme chef de campagne, moi, la rédactrice du journal à mes côtés. Sur ses affiches, votez pour un vrai leader. Sur les miennes, votez pour quelqu'un qui est vraiment là. Un petit clin d'œil à ses absences, alors que j'étais de tous les rendez-vous. Même nos débats étaient d'une férocité redoutable. On connaissait chacun les faiblesses de l'autre par cœur et on n'hésitait pas à s'en servir. Puis, voilà qu'un imprévu tombe. La bibliothèque ferme toutes les salles, sauf une. Va falloir partager, juste cette semaine, nous annonce la bibliothécaire avec ce regard complice. Nous voilà condamnés à cohabiter à la même table, à nous lancer des piques, des regards mauvais, des avions en papier, tout en peaufinant campagne contre campagne. Jusqu'au matin où, épuisée, je me suis assoupie sur place, arrivée bien trop tôt. À mon réveil, une tasse de café chaude devant moi, la veste de Tyler posée sur mes épaules et un mot « Si tu veux vraiment me battre, commence par dormir ». Un truc doux et étrange m'a envahi le ventre. Je ne savais plus où j'en étais. Le soir même, quand il est revenu, il avait quelque chose de changé. Quand nos regards se sont croisés, j'ai senti mon cœur décoller comme en pleine course. Même son geste banal de passer la main dans ses cheveux m'a captivée. Impossible de détourner les yeux. « Alors, ça te plaît ce que tu vois ?» a-t-il lancé en mode provocation, comme au temps du judo. Pour un mec qui m'a laissé du café ce matin, c'est culotté. J'ai répondu, sourire aux lèvres. Et très vite, on s'est retrouvés à plaisanter, discuter à bâton rompu comme si on s'était toujours connus, beaucoup moins comme des adversaires. Il a commencé à m'aider sur mes discours. Je me suis surprise à lui souhaiter bonne chance pour ses rendez-vous de campagne. Mais, à quelques jours des élections, tout a basculé. Une fille de son équipe a lancé des rumeurs atroces sur moi. Comment une fille dont les parents ont divorcé pourrait-elle être à la tête du lycée, si elle n'a même pas su garder sa famille ensemble? Elles ont imprimé des tracts avec des captures des posts Facebook de ma mère sur la séparation et collé ça dans les toilettes. Mes affiches, déchirées, instables, taguées en gros sur mon casier, j'étais dévastée. À midi, ces filles ont balancé un slogan cruel dans la cafétéria. « Abandonne, abandonne !» Et tout le monde s'est mis à répéter. J'avais beau supplier, personne n'arrêtait. C'est là que Tyler est venu derrière moi, m'a caché le visage avec sa veste, juste avant que les larmes ne jaillissent. Il était monté sur la table, furieux. « C'est lamentable! Elle se donne à fond pour le lycée et tout ce que vous trouvez à faire. C'est la rabaisser? C'est ça votre façon d'être courageux? » Puis il m'a porté jusque dans notre salle, m'a déposé doucement sur une chaise pour me laisser pleurer tranquille. « Hé, t'es une battante, te laisse pas avoir. » Il m'a glissé d'une voix douce, me caressant la tête, comme s'il n'avait pas passé des années à vouloir me battre lui aussi. « On devait pas être ennemis, normalement. Pourquoi tu deviens gentille d'un coup ?» ai-je soufflé en reniflant. « Ça fait 6 ans que je te cours après, juste pour que tu me remarques. Alors pourquoi je serais pas gentille avec toi? Mais on en reparle après les élections, ok ?» Il s'est penché pour déposer un baiser sur mon front, puis il est parti, me laissant enfin respirer. Toute la douleur, toute l'humiliation, envolée. J'aurais dû le rattraper, mais le jour des élections, il avait disparu. Je l'ai cherché partout, en classe, à la salle, à l'auditorium. J'ai retrouvé son directeur de campagne, qui m'a adressé un regard triste avant de me féliciter. « Tyler, t'as rien dit ? Il a retiré sa candidature hier. Il part à Austin rejoindre son père. Sans ça, il aurait sûrement gagné aujourd'hui. » Il m'a remis un mot de Tyler. « Cette victoire te revient. » Mais je n'y tenais plus. Tout ce que je voulais, c'était le revoir. Je l'ai revu la semaine dernière, à la fac. Pas du tout comme je l'espérais. Premier cours, première heure, et le voilà, 3 rangs devant moi. Mon cœur se serre. Tyler Blackwell est censé être à Austin, pas dans mon cours de psycho. Le prof baragouine sur le développement cognitif ou je ne sais quoi, mais j'entends plus rien que le vacarme de mon sang. Il bouge, je baisse la tête, prétend prendre des notes, alors que mon stylo ne bouge pas. Une fille lui demande de faire passer le tas de polycopiés, il se retourne. Nos regards se croisent pour la première fois depuis plus d'1 an, et je vois immédiatement son visage qui change. D'abord la surprise, puis une expression plus tendre qui me renverse le ventre. 3 longues secondes à se regarder, jusqu'à ce que la fille derrière moi tousse pour les feuilles. Je les passe, les mains tremblantes,
sans même lire ce que je distribue. Tyler se retourne, aussi raide que moi sur sa chaise. Le reste du cours me paraît interminable, fixant sa nuque que je connaissais par cœur quand il passait ses mains dans ses cheveux pendant nos longues révisions. Aussitôt que le prof nous libère, je saisis mon sac et file vers la sortie avant qu'il n'ait le temps de se retourner. À chaque pause entre les cours, impossible de ne pas repenser à ce fameux tournoi de judo de mes 12 ans. En 27 secondes, il était au sol, et tous ses potes se marraient. Tyler s'est fait battre par une fille. Je me rappelle de la fierté immense qui m'avait envahi. J'avais l'impression d'être invincible. Maintenant, pourtant, une drôle de culpabilité me ronge. Je n'avais jamais réalisé à quel point il avait dû en souffrir. Au fond, c'était juste un gamin qui voulait impressionner sa bande, et je l'ai humilié devant tout le monde. Son visage, ce jour-là, était plus écarlate que tout ce que j'avais pu voir. C'est là que tout a basculé. Il a décidé qu'il ne me laisserait plus jamais gagner. Pour éviter la foule, je me réfugie à la librairie du campus, feignant de m'intéresser à des bouquins qui ne me passionnent même pas. Je repense à toutes les fois où il a pris sa revanche. Le concours d'orthographe en 5e où il m'a sorti en finale avec accommodé, ce fichu 2e M que j'ai oublié. La foire aux sciences en 4e, où son robot labyrinthe a éclipsé mon projet sur l'environnement, alors que le mien s'attaquait à des problèmes bien réels. La finale de débat en seconde, où il s'est entraîné dur avec les terminales pour anéantir mes arguments sous les yeux de toute l'école. Rien que d'y penser, j'enrage en voyant tout l'espace qu'il a occupé dans ma tête pendant toutes ces années. 6 ans à tourner autour de Tyler Blackwell, à m'inquiéter de ses moindres faits et gestes et à me préparer à la prochaine bataille. Mais au fond, je sais aussi qu'on s'est poussé l'un l'autre à se dépasser. Jamais je n'aurais autant bossé, veillé si tard ni osé autant de choses sans lui constamment sur mes talons. Aucun de nous n'aurait donné autant sans cet adversaire. Je me prends un café au stand dehors avant de regagner ma chambre en résidence. Ce soir-là, allongé sur mon lit à fixer le plafond, des souvenirs de la bibliothèque me reviennent. J'étais arrivée bien trop tôt un matin, pendant la semaine de la campagne, et, épuisée, je m'étais endormie sur la table. À mon réveil, un café fumant m'attendait, sa veste posée sur mes épaules pour ne pas avoir froid, et ce mot griffonné sous la tasse: « Si tu veux vraiment me battre, tu ferais mieux de dormir », écrit de sa main maladroite. Rien qu'en y repensant, j'ai le cœur qui se serre. C'est ce jour-là que tout a changé. J'ai compris que, pour lui, cette rivalité était sans doute une manière bizarre de rester près de moi, de s'assurer que je l'oublierais jamais. Je remonte la couverture et me tourne sur le côté, rattrapée par le souvenir de cette soirée où il était revenu dans la salle de conférence. Mon cœur battait à 100 à l'heure quand nos regards se sont croisés. Impossible de détourner les yeux, surtout quand il passait la main dans ses cheveux. Ce n'était plus du tout comme d'habitude, assis l'un à côté de l'autre au lieu de s'affronter. Je revois l'épisode de la cafétéria, comme si c'était hier. Ça me donne encore les larmes aux yeux. Les filles de son équipe se sont acharnées sur moi, colportant des horreurs sur le divorce de ma mère, disant que j'étais même pas foutue de garder ma famille unie. Elles ont collé dans les toilettes des tracts avec des captures d'écran du Facebook de ma mère. Elles ont écrit « Dérangé » en énorme sur mon casier. À midi, elles ont lancé un slogan ignoble repris dans toute la cafétéria, et tout le monde criait que je devrais abandonner, pendant que je suppliais qu'on arrête. Quand Tyler est arrivé derrière moi, juste avant que je craque, il a enlevé sa veste pour me couvrir. Il est monté sur une table et a hurlé à la cantine entière qu'ils étaient minables et lâches de s'en prendre à moi. Ensuite, il m'a porté comme si je ne pesais rien jusqu'à notre salle de conférence, pendant que j'essayais de ne pas fondre en sanglots. Encore aujourd'hui, je sens cette sécurité d'avoir été dans les bras de quelqu'un qui n'a pas hésité à agir alors que j'étais au bord de l'effondrement. Il m'a déposé sur une chaise, m'a tapoté la tête et m'a soufflé « Tu es une battante ». Ensuite, il y a eu son aveu à demi-mot, qui me tourne encore dans la tête. « Je t'ai poursuivi pendant 6 ans. J'ai tout fait pour que tu me remarques. » Il s'est penché, m'a embrassé sur le front et est parti, me laissant là, incapable de réagir. J'en ai encore le cœur lourd, parce que j'aurais dû le retenir, courir après lui avouer que moi aussi j'éprouvais quelque chose, que les années avaient transformé notre rivalité en bien plus. Mais sous le choc, blessé, perdu, je n'ai pas bougé. Je suis juste restée à pleurer alors qu'il s'éloignait. Le lendemain, il était parti et je n'ai jamais pu lui dire quoi que ce soit. Je me rappelle le jour où j'ai appris son départ et sa demande de transfert pour Austin. J'ai passé la matinée à le chercher dans tous les coins où il traînait, la salle de conférence, l'auditorium. C'est son responsable de campagne qui m'a trouvée, avec un regard triste, pour me féliciter d'avance. Tyler s'était retiré la veille et partait avec son père pour Austin. On m'a remis un mot écrit de sa main. « Tu mérites cette victoire ». Mais bizarrement, la victoire n'avait plus aucun goût. Sans lui, elle n'avait plus de sens. J'ai passé des mois à me demander si je n'avais pas tout rêvé, si ce baiser sur le front voulait dire quelque chose pour lui aussi, ou si j'avais tout exagéré. Je cache mes yeux sous mon bras et j'essaie de dormir, mais la nuit dure une éternité. Et puis, le lendemain après-midi, je tombe nez à nez avec Tyler devant le centre des étudiants. Il est planté près des arceaux à vélo, concentré sur son téléphone, et j'ai failli rebrousser chemin pour l'éviter. Mais il me voit et relève la tête. On engage une conversation maladroite sur les cours, sur la taille du campus, la bouffe qui est quand même meilleure qu'au lycée. Il pèse chacun de ses mots, comme s'il avait peur de tout gâcher. J'essaie d'avoir l'air détendu, mais mon cœur bat la chamade. Pourtant, ce petit sourire au coin de ses lèvres me donne de l'espoir. Ce n'est pas qu'une discussion banale entre deux anciens camarades. Il me demande ce que j'ai choisi comme spécialité. Je réponds que je ne sais pas encore. Peut-être l'enseignement. Il sourit et me dit « Ça ne m'étonne pas.
tu as toujours eu le talent d'expliquer les choses aux autres. » Il me retient juste au moment où je m'apprête à partir et me dit qu'il est désolé d'être parti sans rien dire. Son père avait été muté, la garde partagée s'est avérée compliquée, tout s'est enchaîné sans qu'il ait eu le temps de reprendre son souffle. Au début, ça m'a franchement agacée. Il aurait pu trouver 30 secondes pour m'envoyer un texto. Mais il semblait tellement sincère dans ses excuses, vraiment désolé, que j'ai fini par l'écouter, au lieu de rester enfermée dans ma rancœur. Il me raconte qu'il a voulu tout me dire ce jour-là, dans la salle de conférence, mais avec les élections qui approchaient, il ne voulait surtout pas me perturber. Son père lui a fait boucler ses valises le soir même, sans même le laisser revenir pour la remise des diplômes, ou pour dire au revoir à qui que ce soit. Il garde les mains dans ses poches, évite un peu de croiser mon regard. Je finis par lui dire « C'était dur de ne pas savoir ce qui t'était arrivé ». Il hoche la tête, répond simplement « Je sais, je suis désolée ». On reste silencieux quelques secondes, puis je lance « Je dois filer à mon job étudiant ». Il acquiesce, et chacun repart de son côté. En fin de semaine, on se retrouve par hasard à la réunion d'info du comité de service. On comprend très vite qu'on s'est inscrit exactement à la même chose. J'entre dans la salle et je me fige en voyant Tyler déjà assis au 3e rang. Il est aussi surpris de me voir que je le suis de le croiser là. On échange un regard à travers la pièce, partagé entre l'excitation et l'inquiétude. L'animatrice commence à parler des opportunités de leadership, des projets de bénévolat. Je m'installe tout au fond, mais je sens régulièrement le regard de Tyler dans ma direction. Quand elle nous demande de former des binômes pour une activité brise-glace, Tyler ne traîne pas. Il se dirige tout droit vers moi et me propose qu'on travaille ensemble. Je réponds « Bien sûr », même si mon cœur s'emballe sans que je puisse le calmer. On discute de ce qui nous a motivés à nous inscrire, du type de projet qu'on aimerait porter. Il explique qu'il veut s'investir dans l'éthique et le conseil étudiant, et ça m'arrache un sourire. Rien d'étonnant venant de lui. Je lui dis que ça m'intéresse aussi. La coordinatrice annonce que la semaine suivante, on devra choisir nos sous-commissions et nos binômes pour les projets. On échange un long regard, et je me demande si le destin n'essaie pas de nous jouer un tour, ou bien de nous offrir une chance de réparer ce qu'on a complètement raté la première fois. Tapant dans ses mains pour capter l'attention de tout le monde, la coordinatrice commence à égrener les missions, sensibilisation sur le campus, organisation d'événements, gestion du budget, puis elle s'arrête sur sa feuille et annonce que Tyler et moi serons associés pour le projet d'éthique dans le leadership étudiant. Je sens mon estomac se nouer. Parmi les dizaines de combinaisons possibles, il fallait que le destin nous mette là-dessus. Tyler me regarde, à la fois amusé et un peu nerveux. La coordinatrice détaille notre mission. Étudier les principes éthiques des campagnes électorales étudiantes et préparer des recommandations pour l'administration sans avoir la moindre idée qu'il y a à peine 2 ans, on a vécu ensemble la pire dérive de ce genre. La réunion touche à sa fin, tout le monde range ses affaires et commence à sortir. Tyler se dirige vers moi, sort son téléphone et me propose qu'on échange nos numéros pour pouvoir s'organiser. J'accepte sans hésiter et on se passe nos portables pour enregistrer nos contacts. Je remarque que sa coque porte encore un vieux sticker de tournoi de judo complètement usé, vestige de notre enfance. Je me demande s'il le garde exprès ou s'il n'a tout simplement jamais songé à le changer. On se remet autour de la table pour jeter un œil ensemble au dossier qu'on vient de nous remettre. Articles de recherche, planning prévisionnel, tout est là. Tyler ouvre son carnet et commence à noter les dates clés et les points importants. Je fais la même chose, tout en percevant une tension bizarre, avec l'impression qu'on est tous les deux hyper attentifs à la moindre réaction de l'autre. Il griffonne un truc et je remarque aussitôt que son écriture est toujours aussi brouillonne que lorsqu'on était au lycée. On se répartit les premières recherches sans prise de tête, et contre toute attente, la collaboration fonctionne, sans le moindre esprit de compétition. Mais quand il propose un point 2 fois par semaine, tout de suite, je trouve que c'est un peu trop, qu'on ferait mieux de s'envoyer juste des mails. Je me retiens de répondre sèchement, consciente que je suis déjà en train de retomber dans mes vieux schémas de contradiction systématiques. Tyler devine ma gêne et demande si, franchement, 2 fois par semaine ce n'est pas exagéré. J'avoue que j'étais sur le point de refuser juste par principe, et il se met à rigoler, soulagé. Ça me fait pareil, admet-il. J'ai toujours envie de te couper l'herbe sous le pied. On se regarde, et on devine tous les non-dits dans ce silence. Tyler propose qu'on se donne une règle, qu'on ait le droit de prévenir l'autre dès que ça recommence. Je suis surprise qu'il mette ça sur la table, qu'il ait envie, lui aussi, de changer la donne entre nous. J'acquiesce, mais je lui fais remarquer que, bon, décider de changer sur un coup de tête, ce n'est peut-être pas si simple. Il sourit, reconnaît que ça ne va pas se faire tout seul, mais qu'on a sûrement assez changé pour tenter le coup. J'entends une vraie lueur d'espoir dans sa voix et, d'un coup, j'ai envie d'y croire moi aussi. On range nos affaires, on quitte le bâtiment ensemble. Le campus est presque désert, la nuit tombe. Tyler prend la direction des dortoirs nord, je file vers le bus. Je repense à tout ce qu'il a proposé, à la possibilité d'arriver à travailler ensemble sans que tout dégénère en compétition comme avant. Le soir, en pyjama sous la couette, je traîne sur mon téléphone et là, un message de Tyler. Il est presque 23 heures. Je sursaute presque de voir son nom s'afficher. Il m'écrit qu'il s'est vu retomber dans ses vieux réflexes pendant notre première réunion, à adopter un ton un peu trop compétitif en se répartissant les tâches. Il promet de faire attention et me demande de le prévenir si jamais ça revient. Je relis le message plusieurs fois. C'est tellement honnête et lucide que ça me touche plus que je ne l'aurais cru. Rares sont les gens capables d'avouer ce genre de choses, surtout face à quelqu'un avec qui ils étaient en rivalité. Je lui réponds que j'apprécie sa sincérité et que je ferai la même chose. Il me répond aussitôt par un pouce levé, mais j'ai ce sentiment étrange qu'on vient de sceller une vraie alliance.
Je repose mon téléphone, l'esprit plus léger. Son message me fait sourire et me fait croire qu'on peut vraiment agir autrement cette fois. Peut-être qu'on n'est plus ceux qu'on était au lycée. Pendant le week-end, Tyler et le projet me trottent dans la tête. Je fais des lessives, je me mets à jour dans mes cours, mais impossible de ne pas repenser à ce message. Et je décide pour de bon de donner sa chance à ce partenariat, de laisser tomber la défiance. On n'est plus en terminale, et il serait peut-être temps de trouver comment être présent dans la vie de l'autre sans que ce soit une guerre d'ego permanente. Je me fais rapidement mentalement la liste des efforts à fournir, comme éviter de contester ses idées juste parce qu'elles viennent de lui. Ça paraît banal, mais je sais bien que changer ce réflexe ne sera pas une mince affaire. Lundi après-midi, je lui écris pour savoir quand il veut qu'on cale enfin notre première vraie séance de travail. Il propose mercredi à la bibliothèque, j'accepte sans hésiter. Le jour J, j'arrive en avance pour nous réserver une salle d'études. Tyler débarque pile à l'heure, chargé de son ordi et d'un café, comme d'habitude. On commence à étaler nos recherches, à comparer nos trouvailles. L'ambiance est calme, tout roule, jusqu'au moment où il faut trancher sur le format de la présentation. Je propose un atelier interactif, histoire d'impliquer le public avec des mises en situation. Lui préfère rester classique, avec diapos et statistiques. Je sens l'ancienne rivalité remonter. Ma voix se fait plus sèche à force de défendre mon idée. Il réagit pareil, se raidit lui aussi. D'un coup, il s'interrompt en plein milieu d'une phrase. On retombe dans nos travers. Un court silence s'installe avant qu'on éclate tous les deux de rire, un peu gênés. Il suggère qu'on fasse une pause, qu'on prenne le temps d'examiner vraiment les propositions, comme des adultes, au lieu de se battre pour avoir le dernier mot. J'acquiesce et pendant plus de 20 minutes, on évalue honnêtement les avantages et les inconvénients de chaque option. Finalement, on mixe nos idées et on en sort une solution bien meilleure que nos deux plans de départ. En quittant la bibliothèque, je ressens un petit plaisir. Non pas d'avoir eu raison, mais parce qu'on a su stopper la spirale, se poser et faire front commun. Le jeudi après-midi, Tyler m'envoie un message. Ça te dit de se retrouver autour d'un café pour bosser sur les cas pratiques d'éthique? Je le rejoins au café du campus. On s'installe dans un coin tranquille. On est plongé dans nos exemples d'irrégularité de campagnes électorales quand une ancienne du lycée nous repère. Elle nous dévisage, surprise, lance qu'elle n'en revient pas de nous voir réunis ici. Puis elle mentionne le fameux fil de rumeurs sur nos histoires d'élections, demande si tout ça s'est arrangé. Je sens mes joues chauffer de malaise. Tyler gère cool, explique que tout ça, c'est du passé et qu'on bosse à présent ensemble dans un comité. Elle hoche la tête, trouve ça sympa et part pour son cours. Dès qu'elle s'éloigne, le malaise s'installe. Je fixe mon ordi sans vraiment voir l'écran. Tyler m'interroge doucement, savoir si ça va. Je fais signe que oui, mais la réalité c'est que je suis incapable d'articuler quoi que ce soit. On tente de reprendre le fil de notre travail, mais l'ambiance a changé, plus rien n'est naturel. Le soir venu, dans mon lit, je me mets à scroller et je tombe sur le post. Des captures de l'ancien fil de ragot flottent sur la page gossip du campus. Je clique et l'angoisse monte. Je revois les tracts qui mentionnèrent le divorce de ma mère, les commentaires qui me traitèrent d'instable, toute cette scène à la cafétéria. Certains messages odieux publiés sur la page Facebook de ma mère sont ressortis au grand jour. Je sens cette vieille honte m'envahir, ce malaise d'être exposée, vulnérable. Mais ensuite, la colère prend le dessus. Je ne suis plus la gamine apeurée de terminale. Je fais moi-même les captures d'écran. Je classe tout dans un dossier. Cette fois, c'est moi qui vais écrire la suite de l'histoire, pas eux. Je ferme l'appli et tente de dormir, mais ma tête tourne à 100 à l'heure sur ce que je devrais faire. Vers 9h du matin, mon portable vibre. C'est Tyler. Tu as vu les posts? Je réponds que oui. Il renchérit tout de suite. Il veut m'aider, peut contacter Ross, qui gère bien les réseaux et pourrait peut-être faire sauter les publications. Je bloque devant son message. Ross a été son chef de campagne à l'époque, de ceux qui laissaient ses films démontés. J'hésite à faire confiance. Mais Tyler ne se défile pas. Il propose son aide au lieu de faire comme si de rien n'était. Et rien que ça, ça compte. Je lui dis, honnêtement, que j'apprécie mais que je ne suis pas sûre de vouloir impliquer Ross. Tyler comprend. Il dit que Ross a changé, mais qu'il respectera ma décision. Je lui promets d'y réfléchir. Un peu plus tard, pendant une pause entre deux cours, je consulte mes mails et je vois un message de Heather Mooney, notre référente du conseil des élèves à l'époque. Sujet, j'ai vu les posts, je veux aider. Dans son mail, elle explique qu'elle sait ce qui est ressorti et veut que je sache qu'elle a gardé à l'époque toutes les preuves. Infractions, plaintes, témoignages. Elle me propose de me transmettre ce qu'il faut si jamais je décide de répondre publiquement. Qu'un adulte reconnaisse que ses filles avaient tort, ça me fait bizarrement du bien. Je me sens moins seule dans cette histoire. Je la remercie et lui demande si on peut discuter de vive voix. Elle répond rapidement, dispo quand je veux. Le soir venu, j'appelle ma mère pour la prévenir que rien n'est vraiment oublié. Le divorce refait surface. Elle décroche au deuxième appel, la télé qui résonne derrière. J'explique les captures d'écran qui refont surface et j'appréhende sa réaction. Mais au lieu de s'énerver, elle me demande comment je vis tout ça, moi. Résultat, on discute pendant près d'1 heure de cette période difficile, de ce qu'elle nous a coûté à toutes les deux. Elle m'avoue qu'elle s'est longtemps sentie coupable d'avoir vu ses propres problèmes servir d'arme contre moi. Je lui assure que ce n'est pas sa faute, que ses filles auraient trouvé de toute façon autre chose. Ma mère me dit qu'elle est fière de la façon dont je me suis débrouillée, à l'époque comme aujourd'hui. Sa voix est ferme, posée, rien à voir avec celle hésitante de mes souvenirs de terminale. Après avoir raccroché, je ressens comme un nouvel équilibre. La sensation de ne plus marcher sur la corde raide, mais d'avoir enfin les pieds sur terre. Le lendemain matin,
J'envoie un message à Tyler pour lui demander s'il veut qu'on se retrouve, histoire d'échanger autour d'un café. Il répond aussitôt « Ok pour le café du campus à 14h ». J'arrive un peu en avance, choisis une table tranquille à l'écart. Quand il entre, je remarque tout de suite qu'il a l'air vidé, comme s'il avait mal dormi lui aussi. Il commande un café noir et s'installe en face de moi, les mains serrées autour de la tasse. J'attends qu'il prenne la parole. Je sens qu'il a besoin de dire quelque chose. Il reprend son souffle avant de m'expliquer que la bataille pour la garde chez ses parents avait vraiment dégénéré juste avant la terminale, au point que son père l'a quasiment forcé à partir vivre à Austin, puisque le tribunal lui avait confié la garde principale. Tyler raconte qu'il était complètement à bout, à force de se mettre la pression pour être parfait dans tous les domaines, et qu'il n'a même pas eu la force de protester contre ce déménagement. Il me confie que son père répétait sans cesse que ce changement lui ferait du bien, que c'était l'occasion de repartir à zéro, loin de toute cette pression. Je sens que la colère que j'avais contre lui s'adoucit, parce que je sais trop bien ce que ça fait, quand les problèmes des parents viennent t'empoisonner toute ta vie. Il s'excuse encore de ne pas avoir donné de nouvelles. Il me dit qu'il s'est persuadé que ma vie serait plus simple sans lui dans les parages pour compliquer les choses. Je lui fais remarquer que ça aurait été à moi d'en juger, mais que je comprends pourquoi il a réagi comme ça. On reste un moment silencieux, mais ce n'est pas gênant. C'est juste qu'on sent tous les deux le poids de ce qu'on traîne. Plus tard, dans l'après-midi, je retrouve Ariana à la résidence pour tout lui raconter de mon rendez-vous avec Tyler au café. Elle m'écoute attentivement, sans m'interrompre, puis elle me propose de m'aider à écrire un message pour expliquer la vérité sur les rumeurs, si jamais j'ai envie de le faire. Son soutien me rappelle que je ne suis plus la terminale terrorisée d'autrefois, que je me suis endurcie et que je peux compter sur des personnes qui tiennent à moi. Ariana sort son ordinateur portable et on commence à rédiger un brouillon, en mettant l'accent sur les faits plutôt que sur les émotions. Elle m'aide à trouver le ton juste, pour ne pas me donner le rôle de la victime. On y passe plus d'une heure, jusqu'à obtenir un texte dont je suis vraiment fière. La semaine suivante, Tyler et moi animons notre premier stand pour le comité à la maison des étudiants. On installe la table, on dispose les flyers et les feuilles d'inscription, puis on passe 3 heures à échanger avec les étudiants sur l'éthique du leadership. Tout se passe bien mieux qu'on l'imaginait. On se complète naturellement dans les réponses, et je réalise qu'on s'accorde parfaitement, comme si on travaillait ensemble depuis toujours. En rangeant nos affaires, Tyler me confie que ça a été facile et agréable de bosser avec moi. Il y a dans sa voix une sorte de fierté qui n'a rien à voir avec de la compétition, mais plutôt avec la satisfaction de ce qu'on construit ensemble. Je ressens exactement la même chose, et je le lui dis. Quelques jours plus tard, on reçoit tous les deux un mail nous invitant à participer à une table ronde sur l'éthique et les campagnes étudiantes. Je sens mon cœur se serrer en lisant le mail. L'idée de parler en public, après tout ce qui s'est passé, me fait encore un peu peur. Tyler m'écrit aussitôt pour savoir si j'ai vu l'invitation et si j'ai envie d'y aller. Il ajoute que si je ne me sens pas prête, on n'est pas obligé d'accepter. Je passe un long moment, assise sur mon lit à regarder cet email. Mais je sais que me cacher n'a jamais rien arrangé, ni aidé à guérir de ce qui m'est arrivé. Alors j'envoie un message pour dire que je veux le faire. On fixe une séance de préparation à la bibliothèque pour le mardi suivant. Quand on se retrouve, j'apporte mes notes basées sur mes propres expériences, tandis que lui arrive avec un plan ultra structuré et des points à aborder. On découvre rapidement qu'on n'a absolument pas le même style pour s'exprimer en public, ce qui crée un peu de tension. Il est plus carré et formel, tandis que je préfère témoigner à partir de ce que j'ai vécu, en racontant des histoires. On passe près de 20 minutes à débattre de la meilleure façon de faire, jusqu'à ce que je suggère qu'on arrête de chercher à se changer l'un l'autre. Finalement, peut-être que son organisation et ma spontanéité se marinaient bien. On ajuste notre exposé pour mettre en valeur ce que chacun apporte, et soudain, tout rentre dans l'ordre. À nous deux, on couvre beaucoup plus de sujets que si on était seuls. Le jour J, l'amphi est plein, il y a une 50aine d'étudiants, bien plus que je m'y attendais. L'animatrice lance des questions sur l'éthique des campagnes et le rôle du leadership étudiant. Tout se déroule sans accroc, jusqu'au moment où quelqu'un nous demande comment gérer les attaques publiques et les critiques personnelles. Là, je sens ma gorge se nouer. Je me fige, un blanc complet. Tyler le remarque, s'arrête, prend une grande gorgée d'eau pour me laisser le temps de reprendre mon souffle. L'animatrice sent qu'il y a une hésitation et enchaîne sur la question suivante. Avec le recul, je suis reconnaissante que Tyler ne m'ait ni coupé pour prendre toute la place, ni laissé seule dans ma panique. Ce soir-là, en rentrant de l'amphi, je lui dis qu'il faut qu'on ralentisse avec le comité parce que je commence à me sentir dépassée. C'est la première fois que je pose vraiment une limite avec lui. Il m'écoute sans se vexer, sans insister pour me faire changer d'avis. Il se contente d'acquiescer et propose qu'on ajuste le planning en fonction de mon rythme. Sa réaction me surprend et me fait vraiment me sentir respectée venant de lui. Le lendemain, à la sortie de mon cours de psycho, je tombe sur Ross, l'ancien chef de campagne de Tyler au lycée, qui m'attend dehors. Mon premier réflexe, c'est de l'éviter. Mais il vient vers moi et me demande s'il peut me parler. Il s'excuse pour l'ambiance toxique à la cafétéria et reconnaît qu'il n'a pas su arrêter les filles quand il l'aurait dû. Je reste sur mes gardes, les excuses sont faciles à faire et j'en ai entendu beaucoup. Mais Ross a l'air sincère et veut vraiment savoir ce qu'il peut faire pour se racheter. Je lui dis que s'il veut vraiment aider, il devrait s'engager auprès de notre ancien lycée pour que ce genre de harcèlement ait enfin de vraies conséquences. Il accepte tout de suite, me promet de contacter l'administration pour mettre en place des règles plus claires. L'entendre prêt à agir, au lieu de juste regretter, me donne enfin la sensation de reprendre la main sur cette histoire au lieu de la subir. 3 jours avant le grand événement du comité,
notre prestataire principal annule. Il a pris 2 engagements le même soir et doit honorer un autre contrat. Tyler et moi nous retrouvons à la bibliothèque le soir même pour trouver des solutions. Super stressés, mais sans se disputer sur qui aura la meilleure idée. Je propose de demander au bureau des activités étudiantes s'ils ont une liste de prestataires, lui suggère de voir avec les assos du campus s'il y a des contacts utiles. On se répartit les démarches et on attaque les coups de fil. Vers minuit, on a enfin trouvé quelqu'un de fiable qui pourra assurer la prestation dans les temps. Assis là, lessivé mais heureux d'être arrivé au bout, je réalise que c'est ça, au fond, le vrai partenariat. On continue de défiler nos contacts et d'enchaîner les appels jusqu'à ce que mon portable rende l'âme et Tyler me lance son chargeur sans un mot. Autour de nous, la bibliothèque s'est vidée, il ne reste plus que nous et le gardien qui passe l'aspirateur au fond de la salle. Il est presque 1h30 du matin quand on finit par décrocher un prestataire de secours, capable de tout livrer à temps pour vendredi. Je me laisse tomber, anéanti sur le canapé, la fatigue me rattrapant d'un coup. Pour une fois, Tyler vient s'asseoir tout près au lieu de garder la table entre nous. Nos épaules se frôlent et personne n'ose bouger. Il se penche pour me parler de la livraison et soudain, son visage est vraiment proche. J'aperçois quelques reflets dorés dans ses yeux bruns, la façon dont il retient son souffle. L'air paraît plus lourd, plus doux. On s'approche doucement, à petits pas, comme si on avait peur de casser quelque chose de précieux. Mais d'un coup, on s'arrête, tous les deux en même temps. Tyler se racle la gorge et se décale à peine. Il lâche qu'on devrait clarifier les choses entre nous, côté amitié, avant de se lancer dans d'autres complications. J'acquiesce, même si j'ai un pincement au cœur. On range nos affaires dans un silence gêné, puis il me ramène jusqu'à ma résidence. Le lendemain, je reçois un message de Tyler. Il propose qu'on prenne un café ensemble. Quand j'arrive au café du campus, il m'attend déjà avec 2 tasses devant lui. Il me pousse la mienne et enchaîne aussitôt, comme s'il avait trop attendu pour parler. Il m'explique que le mot qu'il m'avait laissé n'était pas un adieu mais une main tendue, et qu'il pensait pouvoir revenir pour la remise des diplômes afin de tout m'expliquer. Pourquoi il avait disparu, ce qu'il ressentait. Son père a refusé qu'il revienne, et à la fin de l'été, il a cru qu'il était trop tard pour reprendre contact. Je touille un peu de sucre dans mon café et j'avoue que je n'avais aucune envie de gagner sans lui, que tout paraissait vide, absurde. Tyler, visiblement surpris, me confie qu'il était convaincu que son départ m'avait soulagé, que ça me facilitait la présidence du conseil sans son ombre au tableau. Je me rends compte qu'on s'est planté l'un l'autre depuis plus d'1 an, à se tromper sur ce que l'autre pensait vraiment. On reste là, un moment, à laisser décanter tout ça. Quelques jours plus tard, on se retrouve au foyer étudiant et on passe l'après-midi à écrire celui qu'on baptise, sur le ton de la blague, notre pacte de collaboration. On note, noir sur blanc, la façon de gérer la compétition si elle ressurgit, comment s'y prendre s'il y a des malentendus. Vu de l'extérieur, ça a l'air un peu ridicule de tout formaliser comme un contrat, mais en vrai ça nous rassure, comme si on reprenait les rênes au lieu de se laisser piéger par nos vieux réflexes. Tyler propose qu'on se fasse un point chaque semaine, et de mon côté, j'ajoute une clause sur l'honnêteté. Dire les choses franchement au lieu de tout garder pour soi. On signe en bas, avec des paraphes tellement officiels qu'ils nous font éclater de rire. La semaine suivante, on rencontre Heather Mooney dans un petit café à côté du campus, notre ancienne conseillère du lycée, celle qui a tout vu pendant les élections. On sollicite son aide pour rédiger un vrai code d'éthique dont les établissements scolaires pourraient s'inspirer pour leurs campagnes étudiantes. Heather arrive, les bras chargés d'un dossier rempli de notes et de papiers de l'époque. On passe 2 heures à dépioter ce qui a mal tourné et à réfléchir à ce qui aurait pu éviter tout ça. Elle n'arrête pas de nous répéter qu'elle est bluffée par nos propositions et qu'on a une légitimité que les adultes n'auront jamais. Elle promet de porter notre projet devant le conseil académique et de tout faire pour qu'il soit adopté. Transformer une période aussi difficile en quelque chose de positif procure une satisfaction inattendue. Le soir, devant mon ordi, je me lance dans la rédaction d'un essai personnel sur ce que c'est que de grandir avec des parents divorcés. J'essaie d'expliquer qu'avoir une famille compliquée ne vous empêche pas d'être un bon leader, que traverser des galères ne vous rend pas instable ni moins digne. Je tape en tremblant légèrement, terrifiée à l'idée de me mettre à nu ainsi. Je relis le texte 3 fois avant d'appuyer sur « Publier » sur le blog étudiant. Je me sens fière d'assumer enfin mon histoire. L'essai paraît un jeudi matin, et il suffit de quelques heures pour que la section commentaires déborde de messages. Beaucoup me remercient, disent qu'ils avaient eu besoin d'entendre ces mots, ou saluent mon courage. D'autres m'accusent de jouer la victime, ou d'utiliser mon passé pour attirer la compassion. Certains commentaires sont franchement vaches, gratuits. Les critiques me touchent, mais j'ai plus de recul aujourd'hui qu'au lycée. Je me rappelle que j'ai écrit pour ceux qui en ont besoin, pas pour plaire à tout le monde. 2 jours plus tard, Tyler me demande s'il peut me parler. Il a l'air stressé. Alors on se retrouve à la bibliothèque. Il m'annonce qu'il a décroché un stage dans une asso locale qui défend les jeunes, une vraie belle opportunité, mais dont l'emploi du temps empiète sur le jour de notre événement. Je sens la déception monter, parce que j'espérais vraiment qu'il soit là. Tyler a l'air tiraillé, il se passe la main dans les cheveux, comme à chaque fois qu'il cogite trop. Je le vois lutter avec ses vieux démons, vouloir tout contrôler, être partout à la fois. On prend 1 heure pour revoir l'organisation de l'événement. Je m'occuperai du jour J, lui prendra en charge la communication et le suivi. Ce n'est pas ce qu'on avait prévu au départ, mais au final, ça correspond mieux à nos forces. Je me sens armée pour gérer sans lui sur place. Tyler, lui, semble soulagé de voir que je ne lui en veux pas d'avoir choisi le stage. Plus tard dans la semaine, en rentrant avec Ariana,
Elle devine que je me mets trop de pression pour l'événement. Devant la résidence, elle s'arrête et me dit doucement que ce n'est pas grave si tout n'est pas parfait, que j'ai le droit de lâcher un peu. Ce qu'elle me permet, c'est d'accepter de ne pas toujours être au top, de ne pas viser l'excellence à chaque instant, et ça ne sonne plus du tout comme avant. Cette fois, je prends vraiment la mesure de ses paroles, au lieu de les balayer d'un revers de main. 3 semaines passent, le jour J arrive, et je me réveille sur un mail de l'intervenante. Elle a attrapé la grippe, elle ne pourra pas venir. J'ai la main qui tremble en transférant son message à la coordinatrice du comité, qui m'appelle aussitôt pour savoir ce que je compte faire. Je lui dis qu'il me faut 20 minutes pour réfléchir, et je tourne en rond dans ma chambre à chercher une idée, d'autant que Tyler n'est pas là pour m'épauler. Puis je me rends compte qu'on aura justement 4 responsables étudiants présents, alors je leur écris pour leur demander s'ils seraient partants pour improviser une table ronde à la place de la conférence. Les 4 répondent oui en moins de 10 minutes, et là je sens la confiance qui monte, parce qu'au fond, ce format peut même dépasser ce qu'on avait prévu. J'enchaîne 2 heures à revoir toute l'organisation, à imprimer de nouveaux badges, à changer la disposition des chaises en mode table ronde et à préparer des questions qui permettront vraiment de lancer le débat. Quand les participants commencent à arriver, je suis en sueur mais, curieusement, complètement calme, sûre de moi, prête à tenir le cap. Le panel démarre, j'anime la discussion, je lance des questions sur l'éthique des décisions et la responsabilité associative, les intervenants partagent leurs expériences de leadership, et dans la salle, les échanges s'enchaînent, les questions fusent, et ça donne le ton. Au moment de la pause, je jette un œil à mon téléphone. Tyler m'a souhaité bonne chance 3 heures plus tôt, mais plus rien depuis. Le panel touche à sa fin, je remercie tout le monde pour leur capacité à s'adapter et leur authenticité face à des sujets pas faciles. Les applaudissements éclatent, plusieurs étudiants viennent me dire qu'ils ont préféré ce format à une conférence classique. J'éprouve de la fierté, mais aussi un petit vide. Tyler n'a rien vu, il n'a pas assisté à la réussite. Je range seule les chaises, les badges, en vérifiant mon téléphone toutes les 2 minutes, sans aucune nouvelle. Je rentre, et sur le trajet, mon portable vibre enfin. Un long message de Tyler. Il s'excuse d'avoir tout raté. Il m'explique que son superviseur de stage lui a donné un délai supplémentaire, mais seulement jusqu'à minuit. Alors il a dû choisir entre venir et finir son projet. Il m'envoie 3 captures d'écran, des mails envoyés à des associations du campus pour promouvoir notre événement, des posts dans des groupes étudiants, et un compte rendu destiné à la newsletter du comité. Je m'assois un instant sur un banc devant chez moi, je relis tout ça 2 fois. Au fond, il a soutenu l'initiative tout au long, simplement d'une façon à laquelle je ne m'attendais pas. Je lui réponds que j'ai compris et que tout s'est très bien passé. Il réagit tout de suite en me proposant qu'on prenne un moment pour débriefer ensemble le lendemain. 2 jours passent et on se retrouve dans un coin tranquille du foyer étudiant, autour d'un café. Je lui dis que j'ai été déçue de ne pas l'avoir eu à mes côtés pour les remerciements, que j'aurais aimé qu'il me voie gérer la situation et réussir à m'en sortir. Il m'écoute attentivement, puis avoue qu'il a encore du mal à croire que sa présence physique est moins importante que son engagement, qu'il apprend à voir que son soutien peut prendre d'autres formes. On discute de notre manière de mieux communiquer quand quelque chose ne se passe pas comme prévu, de ce dont on a besoin chacun pour se sentir reconnu, et ce n'est ni un conflit, ni une tension, juste de la franchise. Il me dit qu'il voudrait que je lui fasse confiance même s'il agit dans l'ombre. Je lui avoue que j'ai simplement besoin d'un petit signe de sa part dans les grandes occasions, pour ne pas avoir la sensation de porter tout ça seul. On repart tous les 2 en se comprenant mieux. La semaine suivante, je reçois un mail de Ross qui nous propose à Tyler et moi de déjeuner ensemble. Rendez-vous au café du campus. Ross nous explique qu'il a repensé à notre travail sur le code d'éthique et qu'il voudrait créer un groupe pérenne dédié à la responsabilité des dirigeants étudiants, et il souhaite qu'on cofonde ce groupe avec lui parce que notre expérience nous donne une vraie légitimité. J'hésite un peu, car créer quelque chose de nouveau, c'est un défi immense. Mais Tyler est tout de suite emballé à l'idée de bâtir un projet qui pourrait vraiment changer la donne sur le long terme. On explique à Ross qu'il nous faut réfléchir. Il nous donne alors un premier brouillon du projet à examiner. Le soir même, Tyler et moi nous retrouvons à la bibliothèque pour passer en revue ses idées, en ajouter d'autres. Et peu à peu, on sent que ce qu'on construit a le potentiel de tout bouleverser, qu'ensemble, on arrivera là où aucun de nous n'aurait pu aller seul. À minuit, la décision est prise. C'est oui. La semaine suivante, on la consacre à travailler avec Ross pour rédiger la charte éthique du groupe. On choisit de miser sur la responsabilité et la pédagogie plutôt que sur la sanction, pour favoriser un cadre où les étudiants apprennent de leurs erreurs au lieu de simplement être punis. Tyler se charge de la partie sur la transparence pendant les campagnes électorales, je m'occupe du volet soutien aux élèves issus de familles en difficulté, et Ross amène des idées sur le mentorat entre pairs et la justice réparatrice. Rapidement, la charte prend vie. Elle colle à nos valeurs. Elle ressemble à quelque chose de solide. J'aime le fait qu'on construise tout ça ensemble, que nos différences se complètent et rendent le projet bien meilleur. Le vendredi après-midi, entre 2 cours, je consulte mes mails et découvre un message de Heather. L'objet parle d'une mise à jour du règlement, et en l'ouvrant, j'en ai le souffle coupé.
Elle annonce que notre ancien lycée a adopté une politique de conduite pour les campagnes étudiantes, inspirée de notre modèle, et elle joint un résumé des nouvelles règles. Dedans, il y a des consignes claires sur la diffusion des rumeurs, des obligations de responsabilité pour les chefs de campagne et des garanties pour les élèves, dont la famille pourrait être stigmatisée. Ce n'est pas une victoire tapageuse, juste le plaisir discret de savoir qu'on a, peut-être, changé quelque chose pour ceux qui viennent après nous. Je transfère l'email à Tyler. Un simple « On a fait quelque chose de bien » et il me répond d'un pouce levé. Le lendemain matin, Heather envoie un autre mail avec une pièce jointe. L'une des filles impliquées dans l'histoire de la cafétéria a rédigé des excuses officielles et a demandé à Heather de me les transmettre. J'ouvre le document et découvre 2 pages où elle raconte qu'elle a manqué de confiance en elle, qu'elle s'est laissée entraîner et qu'elle a longtemps culpabilisé à cause de ça. Elle écrit qu'elle comprend si je ne peux pas lui pardonner, mais qu'elle voulait simplement que je sache qu'elle regrette sincèrement. Je reste songeuse un long moment, traversée par des sentiments contradictoires. Je reconnais qu'elle assume ses actes, et je ressens la sincérité de ses regrets, mais je ne suis pas prête à oublier, pas tout de suite. Je comprends que c'est normal, que guérir ne signifie pas forcément pardonner à tout le monde. Je classe la lettre sans y répondre, en me disant que, peut-être, je trouverai un jour la force de le faire. Comme chaque semaine, j'ai rendez-vous avec Tyler pour un café, et il me glisse, d'un air presque détaché, qu'il parle davantage avec son père depuis qu'il a déménagé. Sa voix laisse percevoir une hésitation, comme s'il voulait vérifier si je souhaite aborder le sujet. Je lui demande comment ça se passe. Il me répond que c'est lent, qu'ils essaient de revenir sur tout ce qu'ils n'ont jamais vraiment réglé, surtout à propos du divorce et de la garde. Il paraît à la fois plein d'espoir et conscient que rien ne se reconstruit en un jour. Je lui dis que je trouve ça bien qu'il essaie de renouer, que c'est courageux, et que remettre sur pied une famille, c'est un chemin long et compliqué. Il étend la main pour attraper la mienne par-dessus la table et nous restons là, en silence, sans rien ajouter, mais tout est dit. Ce soir-là, en rentrant de la bibliothèque, Tyler s'arrête un instant sur le trottoir, se tourne vers moi et me dit qu'il pense qu'on devrait vraiment tenter une histoire ensemble. Pas seulement être des amis qui s'aiment bien, mais 2 personnes qui veulent aller plus loin, construire quelque chose. Je sens une chaleur m'envahir, parce que j'en avais envie depuis longtemps, sans savoir où il en était. On se promet de ne rien précipiter, de prendre notre temps et de bâtir une relation solide. Pas de foncer tête baissée dans un truc trop intense. On reconnaît que notre passé est compliqué et qu'on devra faire attention à ne pas retomber dans nos vieux réflexes de compétition. C'est prudent, rassurant, et ça sonne enfin juste, comme si après tous ces malentendus, on se retrouvait enfin sur la même longueur d'onde. On s'installe sur un banc devant chez moi, on discute longtemps de la façon dont on imagine notre relation. Tyler aborde une question qui lui trotte dans la tête. Qu'est-ce qu'on fera si, un jour, on se retrouve à nouveau en compétition pour le même poste ou la même opportunité? Ça m'angoisse un peu, parce que c'est comme ça que tout avait dérapé la première fois. On décide ensemble qu'on proposerait de faire équipe, ou alors l'un de nous se retirerait, mais après avoir vraiment discuté pour savoir qui est le plus motivé et le plus légitime. D'avoir posé ça noir sur blanc, ça me soulage. Je sais qu'on ne va pas reproduire les erreurs du passé et qu'on fait le choix d'être partenaire, pas adversaire. Le vendredi soir, on sort dans un petit resto italien à l'écart du campus, là où personne ne nous connaît. On commande des pâtes et du pain à l'ail. Et pendant les premières minutes, on ne fait que se sourire niaisement comme 2 ados amoureux. Il reparle du tournoi de judo et mime, avec beaucoup trop d'assurance, sa montée sur le tatami, persuadé d'avoir déjà gagné. Je ris tellement que j'en avale de travers. Il compte à rebours à partir de 27 puis s'effondre sur sa chaise en arrivant à 0, sous le regard perplexe du couple assis à côté. Mais franchement, ça nous fait juste rire encore plus. Après le dîner, on déambule sur le campus, tout paraît léger, comme si on avait enfin le droit de profiter l'un de l'autre sans que le passé s'interpose. Il me prend la main et je la lui laisse. On passe devant la bibliothèque où, autrefois, c'était la compétition entre nous. Maintenant, ce n'est plus douloureux. Ce n'est plus qu'une histoire à raconter, plus ce poids qui nous suivait partout. Lundi matin, je me réveille avec 17 notifications sur mon téléphone. Quelqu'un a ressorti un vieux fil de rumeurs du lycée et posté des captures sur le forum de la fac en demandant si je suis bien la même fille au cœur de cette histoire d'élection. J'ai un pincement au ventre, mais je me rappelle que je ne suis plus cette lycéenne terrifiée. J'envoie un texto à Tyler. Il me répond tout de suite qu'il a déjà vu. À 2, on se retrouve au café et on prépare une réponse sur son ordi. Concise, factuelle, un lien vers la nouvelle charte d'éthique de l'ancien lycée et un autre vers mon essai sur le divorce de mes parents. On ne rentre pas dans les émotions. On se contente de rappeler les faits et ce qu'on a accompli. Il poste la réponse, je la partage, puis on ferme tout et on commande le petit-déj. Ça m'agace que ce genre de choses ressortent encore, mais je me sens forte parce qu'on affronte ça ensemble, sans se cacher. Cet après-midi-là, ma mère m'envoie un message pour me demander si on pourrait faire une séance de thérapie ensemble. Je suis surprise, elle n'a jamais proposé ça, mais j'accepte illico. On se retrouve au centre de santé du campus le mercredi soir et on s'installe, un peu raide, dans des fauteuils bleus pas très confortables, en face d'une thérapeute qui s'appelle Dr. Brown. On ne sait pas trop par où commencer, mais le Dr. Brown nous aide, pose des questions sur notre manière de communiquer, sur ce qu'on attend l'une de l'autre. Ma mère admet qu'elle n'avait pas compris à quel point ses publications sur Facebook pendant le divorce avaient pu me blesser. Elle était tellement absorbée par sa propre souffrance
qu'elle n'a pas pensé à la mienne. Je lui confie que j'ai eu l'impression de devoir être parfaite pour compenser l'éclatement de la famille, et que cette pression n'a fait qu'empirer les choses. On pleure un peu, le Dr Brown nous tend des mouchoirs, puis il nous aide à poser des limites sur ce qu'on acceptera ou pas de partager à l'avenir. À la fin de la séance, on se prend la main et on prévoit de revenir chaque mois. Ce n'est pas encore idéal, il reste du chemin à faire, mais c'est un premier pas. Et pour l'instant, ça me suffit. Avec Tyler, on consacre la semaine suivante à rédiger un guide pratique pour les membres du comité de l'année prochaine. On s'installe dans la salle de réunion de la bibliothèque, celle-là même où on ne faisait que se disputer pendant la campagne électorale, et maintenant, on se retrouve à créer ensemble un guide qui pourrait sincèrement aider les autres étudiants à éviter nos erreurs passées. On déroule toutes les étapes pour organiser des événements, on dresse la liste des bons contacts comme des galères, on rédige des conseils pour gérer intelligemment les conflits de groupe. Lui a un vrai talent pour structurer l'information, et moi, j'adore la rendre agréable et facile à lire, alors on se répartit les tâches naturellement. On boucle notre document de 12 pages le vendredi après-midi, puis on l'envoie à la coordinatrice du comité, qui nous répond presque aussitôt en disant que c'est exactement ce qu'il leur fallait. Assise à côté de lui, je ressens une fierté immense à l'idée qu'on ait pu construire quelque chose d'utile, qui existera même après notre départ du comité. Samedi soir, le comité organise une petite fête chez quelqu'un pour marquer la fin du semestre. On se retrouve à 15 agglutinés dans un salon minuscule. Chacun a ramené quelque chose à boire ou à grignoter. Les gens viennent nous voir, Tyler et moi. On nous avoue qu'ils sont contents de nous compter parmi eux, qu'on a apporté de l'énergie, de vraies idées. Une fille me glisse discrètement qu'elle a lu mon essai et que ça l'a aidé à regarder autrement les soucis dans sa propre famille. Et je dois filer aux toilettes car j'ai les larmes aux yeux. Quand je reviens, je retrouve Tyler en pleine discussion avec 3 personnes au sujet de l'atelier d'éthique qu'on prépare. Il a l'air à la fois passionné et rayonnant. Je reste un instant dans l'embrasure de la porte à l'observer et je réalise que, pour la première fois, j'ai cette sensation d'être à ma place. Ces gens connaissent mon passé compliqué et pourtant ils m'acceptent tel que je suis. Ce sentiment d'être accueilli, je ne l'avais jamais ressenti au lycée. Sur le chemin du retour, Tyler s'arrête soudain sur le trottoir, se tourne vers moi et m'avoue qu'il s'est inscrit au service de soutien psychologique du campus pour travailler sur sa tendance à la compétition et sur son manque de confiance. Il a même eu son premier rendez-vous cette semaine. Je reste bouche bée, impressionnée qu'il ait franchi le pas aussi vite. Il m'explique qu'en travaillant avec le comité, il a pris conscience qu'il cherchait sans arrêt à être le meilleur plutôt qu'à simplement profiter de l'instant et qu'il veut casser ce réflexe avant que cela devienne un vrai problème entre nous. Je le prends dans mes bras, là, sur le trottoir, et tout à coup, je sens l'espoir revenir. Ce n'est pas juste des promesses de changement, c'est concret, il agit, et ça me donne confiance dans la possibilité de construire ensemble quelque chose de réellement sain. Le dimanche après-midi, je me mets à bosser sur une candidature pour un poste à responsabilité dans le conseil étudiant. On demande une lettre de motivation sur mon expérience de leader, alors je décide de jouer la carte de la sincérité en parlant de la campagne au lycée, du harcèlement que j'ai vécu et de la façon dont ça a forgé ma vision de l'éthique et du sens des responsabilités. Mes doigts tremblent un peu au moment d'écrire tout ça, mais au fond, je me sens solide et déterminée. Mettre des mots sur mon parcours ne me fait plus honte. J'ai presque l'impression de reprendre le contrôle de mon histoire au lieu de la cacher. J'envoie la candidature le lundi matin, je ferme mon ordi et je prends une grande inspiration. Évidemment, le stress est là, mais quelque part, je suis fière d'avoir été honnête jusqu'au bout. Ce mercredi-là, Tyler me propose qu'on prenne chaque semaine un moment pour se balader et faire un point sur notre couple, histoire de ne pas laisser les petits soucis s'accumuler. Il appelle ça notre promenade « état des lieux ». Et j'adore l'idée qu'il réfléchisse à nous sur le long terme comme ça. On se donne rendez-vous le mercredi soir, on fait une boucle à travers le campus, une demi-heure rien qu'à nous. À la première balade, on discute ouvertement du fait qu'on apprend à parler franchement, à sortir de notre vieux mode compétition, et on se promet de se rappeler doucement à l'ordre si l'un de nous retombe dans ses travers. C'est à la fois intime et apaisant, ça donne vraiment la sensation qu'on construit quelque chose de solide, loin de l'euphorie comme au début. On croise d'autres couples main dans la main, et ça me fait sourire de penser qu'on leur ressemble, même s'il nous a fallu tellement d'efforts pour arriver là. Vendredi après-midi, c'est notre grand saut. On anime ensemble notre tout premier atelier sur le leadership éthique, avec le nouveau groupe que Ross a contribué à former. Une trentaine d'étudiants remplissent la salle et on enchaîne, chacun à son tour. Différents scénarios avant de lancer le débat sur la responsabilité et l'attitude à avoir pendant les campagnes. Les échanges sont vivants, les étudiants posent des questions percutantes, et je regarde Tyler répondre avec beaucoup de finesse et d'attention à une question difficile sur le harcèlement en ligne. On fonctionne à merveille tous les deux, on rebondit sur l'idée de l'autre, on s'échange des regards complices dès qu'un étudiant relève un point pertinent. Une sorte de fierté tranquille m'envahit. J'ai conscience de tout le chemin parcouru depuis l'époque où il nous fallait nous affronter pour exister. À la sortie, on rentre à pied sous l'air frais jusqu'à ma résidence, et sous un lampadaire, Tyler s'arrête, se tourne vers moi. Tu sais, je crois vraiment qu'on est plus forts ensemble qu'en compétition. J'acquiesce aussitôt. Je lui dis, il me serre dans ses bras, je pose la tête sur sa poitrine. On reste tous les deux ambitieux et déterminés. On s'encourage à évoluer et à donner le meilleur. Mais aujourd'hui,
c'est surtout l'entraide qui prime, plus la rivalité. Sa main dans la mienne, je me dis que cette relation est tout sauf parfaite, mais qu'elle est vivante et belle à notre manière. On n'est pas des gens parfaits, notre histoire non plus, mais chaque jour on choisit de faire les efforts pour bâtir quelque chose de beau et de sain. Il resserre son étreinte, je ferme les yeux, je savoure ce moment, et je pense à cette gamine de 12 ans qu'il avait mis au tapis en 27 secondes, sans imaginer jusqu'où ça l'amènerait. Je suis pleine de reconnaissance pour chaque étape boiteuse ou chaotique qui nous a amenés ici. Ce sera le mot de la fin pour aujourd'hui. Franchement, je suis vraiment content que tu aies été là. Partager tout ça avec toi, c'est toujours aussi précieux. J'espère que cette histoire t'aura laissé le cœur un peu plus léger. Si tu veux revenir pour une nouvelle tranche de vie, abonne-toi. Ce sera encore une belle histoire à partager.